Depuis plusieurs années et sans crier gare, l'école républicaine est attaquée dans ses fondements. L'actuel gouvernement n'est pas en reste. Dans le même temps, les enjeux tels l'écologie, la démocratie, les solidarités s'affirment avec urgence dans le débat public. Ils appellent donc à repenser l'école. La France insoumise, avec un collectif de chercheurs et de professionnels de l'éducation, souhaite apporter sa contribution aux nombreux débats sur ce sujet. Parfois anciens, ces débats retrouvent toute leur nécessité et leur urgence à l'aune de la bifurcation de nos sociétés. D'accord, bonjour, je suis Mathieu Billière, je suis professeur de français dans un lycée de sous-préfecture dans le Loiret. Je suis par ailleurs militant syndical à Sud Éducation 45. Et puis je participe à deux collectifs qui me tiennent à cœur, qui sont le collectif Question de classe, qui publie la revue de notre école, et le collectif Lettres vives, qui est un peu une émanation de Question de classe, mais qui a croisé aussi d'autres circuits, etc. Et qui, voilà. Bon, et puis, je suis aussi Et élu, l'information tout aussi. fier d'être élu au bureau, je ne sais plus si c'est bureau ou conseil d'administration de l'AFEF. Voilà. Voilà, enfin, je participe un peu aux travaux de l'AFEF aussi. Et voilà, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas grand-chose pour l'instant. Je suis Françoise Morel, j'habite à Pézenas dans l'Hérault, où j'ai la charge d'une école. Alors j'avais la charge d'une école maternelle à l'époque où il y avait encore des écoles d'application, qui était donc une école d'application. L'année dernière, j'ai récupéré l'école élémentaire suite à une fusion d'écoles. Donc maintenant, je suis directrice d'une école primaire de 11 classes qui est devenue école d'application l'année dernière. Et ça s'est terminé cette année puisque la rectrice, avant de partir, a fait le cadeau magnifique de supprimer les écoles d'application sur toute l'Occitanie. Voilà, donc je suis directrice d'une école primaire. C'est du semi-rural, c'est pas vraiment rural, mais c'est une ville de 9000 habitants. C'est la plus belle ville du monde. Si vous y passez, venez voir. Mais voilà. Et après, j'étais très étonnée. Donc, j'ai été longtemps, j'ai travaillé 25 ans en REP en région parisienne, à Bagneux, où je suis en ce moment dans le 92. Et en arrivant à Pézenas, j'ai été très, très étonnée de voir les territoires ruraux complètement abandonnés. Et je n'arrêtais pas de dire, c'est pire que la REP, c'est pire que la REP. Voilà. Alors, c'est pas pire, c'est différent, c'est autre chose. Aujourd'hui, je l'ai vu et voilà. Je suis aussi membre de la FEF et responsable syndicale, mais à l'UNSA Éducation ou la Vilaine. Moi, j'ai commencé dans le secondaire. J'étais enseignante d'espagnol dans la banlieue lyonnaise à Vénissieux, en ZEP à l'époque. Voilà. J'ai enseigné 25 ans en collège et en lycée. Et puis ensuite, j'ai enseigné à l'université Lyon 2 en didactique des langues. Donc, je travaillais aussi bien l'apprentissage de la langue avec des étudiants non spécialistes, ce qu'on appelle les LANSAD. Et puis aussi, je travaillais avec des Master 2, des licences 3 et des Master 2 en didactique des langues. Voilà. Eh bien, je suis parallèlement militante du groupe français d'éducation nouvelle et je m'occupe plus particulièrement du secteur langue. Mais je participe à la formation aussi, pas seulement en langue, donc sur les questions de l'activité de l'élève et sur les questions aussi de rapport au savoir. Voilà. Et puisque mon travail de recherche a été sur justement l'activité de l'élève. Et donc, je fais beaucoup de formations actuellement, c'est mon activité principale, à part la publication. Et c'est donc pour ça que j'ai accepté aujourd'hui de venir parler de la formation. Que l'école doit-elle changer pour répondre aux nouveaux enjeux de la société? Quel honnête homme doit-elle former? J'ai un peu de mal avec l'expression honnête homme, en fait. Bon, eh ben c'est bien. J'ai un peu de mal d'abord avec le fait que ça soit un homme, et pourquoi pas une femme. Je suis toujours un peu dubitatif autour de la notion d'honnêteté.
Ça commence mal. Et en plus, j'aime pas trop le singulier. Bon. Donc, rapidement, pour les discussions que j'ai eues avec des copains, etc., je dirais que d'abord, avant tout, je suis attaché à la mise en avant de l'idée de collectif. C'est-à-dire que chacun, il n'y a pas d'individu démocratique, quoi. Il n'y a que des sociétés démocratiques, des communautés démocratiques, etc. Donc, je pense que en groupant les 3 questions qui étaient dans la trame, là, je pense que ces idées de liberté, égalité, et puis on va dire adelphité plutôt que fraternité, passent d'abord par une idée effectivement du fait qu'on vit ensemble, quelle que soit la formule un peu trop galvaudée, mais beaucoup de mots sont piégés dans cette histoire en ce moment. Et puis par ailleurs, pour ce qui est des élèves, on rêve aussi d'une société qui, comment dirais-je, qui aime ses enfants, quoi. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Et qu'évidemment, à l'école, nous, on est dans une position compliquée parce qu'on leur dit, voilà, vous allez devenir adulte, on essaye de vous en donner envie, et puis quand ils sortent de l'école et qu'ils voient ce que c'est que le monde des adultes, eh bien, ils n'en ont probablement pas très envie. Et je les comprends. Et donc, ça veut dire que mettre en place, pas seulement à l'école, mais partout, une société bienveillante, à la fois entre adultes, bienveillante avec les jeunes, bienveillante avec les vieux aussi, parce qu'eux aussi en prennent plein la tête, avec les malades, etc. Et puis l'autre problème, l'autre question qu'on se pose aussi, c'est que la citoyenneté, ou l'honnêteté, comme on voudra, ne se définit pas au regard de l'employabilité de quelqu'un. Et que c'est vrai que là, l'école est pensée quand même essentiellement pour préparer à ce qu'on appelle rapidement la vie active, au lieu de préparer à une autonomie des élèves qui soit une autonomie lucide, des capacités d'esprit critique. Mais encore une fois, tous ces mots, il faudrait les redéfinir constamment parce qu'ils sont souvent piégés, quoi. Et par ailleurs, dernier point, après je vous laisse la parole. Dans la question, j'aimais bien la question, par contre, sur le miroir, la liberté, égalité, fraternité, que faudrait-il gommer de ce qui apparaît dans ce miroir? J'ai envie de dire tout ce qu'on rajoute. C'est-à-dire qu'on voit souvent liberté, égalité, fraternité, puis laïcité maintenant. J'ai vu encore hier une photo d'une école. Alors, la laïcité, ce n'est pas une valeur, c'est un outil. Je pense que la trilogie la républicaine, elle est intéressante dans la façon dont elle s'articule, il ne faut rien y rajouter. Je pensais aussi aux fameux enseignements fondamentaux de Blanquer. On va y revenir, hein, beaucoup. Ouais, qui dit lire, écrire, compter, et puis qui rajoute, va savoir pourquoi, respecter autrui, comme si ça n'allait pas de soi. Voilà, mais c'est un peu brouillon tout ce que je dis, mais c'est ce à quoi on est attaché. Bien évidemment, je suis d'accord avec Mathieu. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec des enfants de primaire et puis j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé avec des CM2, puis je suis remontée en disant on va voir en amont qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Bon, je suis allée jusqu'à créer une classe d'enfants de 2 ans. Je n'ai pas pu aller beaucoup plus loin au niveau du système. J'en suis aujourd'hui à me dire que l'école n'a pas pris du tout le virage des années 2000 et de l'Internet, mais pas du tout. Les enfants, eux, l'ont bien pris, mais l'école, pas du tout. Qu'on n'a pas appris à travailler ça. Que surtout, on a un vrai problème aujourd'hui de fracture, mais là, je vais rien apprendre à personne. Et que pour moi, aujourd'hui, l'école n'y arrivera pas seule. De la même manière que les politiques n'y arriveront pas non plus face au monde dans lequel on est, et que donc on a besoin d'être nombreux, d'être beaucoup. Et je rejoins Mathieu sur l'idée du collectif, à savoir, bon, l'école, lire, écrire, compter, c'est une évidence, mais depuis toujours, mais qu'est-ce qu'on met derrière?
derrière les programmes de plus en plus chargés des enfants, on n'a plus le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Et la seule chose qui est vraiment importante, c'est d'apprendre le collectif. On a vu là, avec cette crise sanitaire, moi j'ai certains parents qui m'ont dit, est-ce que je pourrais mettre mon enfant à l'école que 2 jours par semaine l'année prochaine, parce que je me suis aperçue que j'y arrivais très bien sans vous. Mais quand même, alors c'est des parents de milieux plutôt favorisés hein, qui sont en télétravail, donc je peux faire ça, 2 jours de télétravail, mais quand même, je voudrais bien que mon enfant ait un peu de collectif, mais pas trop, hein, au cas où ça serait vraiment embêtant, trop de collectif. J'ai d'autres parents qui ont dit, bon, il y a une très forte communauté gitane à Pézenas, donc eux, ils ont carrément tout de suite déscolarisé les enfants en pensant qu'ils n'avaient pas du tout, mais pas du tout besoin de l'école et que ce n'était pas du tout la vie dont les enfants avaient besoin, parce que leur école de la vie, elle est autre, elle est autrement, et donc ils n'ont pas du tout besoin de l'école. Donc quand je les ai appelés pour leur dire il faudra revenir à la rentrée, ils m'ont répondu non, clairement. Le virus sera toujours là tant que le virus sera là. Voilà. Normalement, j'ai 35 élèves à peu près qui s'inscrivent en petite section. Cette année, j'en ai 7 parce que tous les autres ne se sont pas inscrits parce que tant qu'ils ne sont pas inscrits, même si l'école est obligatoire, on ne va pas trop aller les chercher, ils le savent. Alors que s'ils sont inscrits, il y a les problèmes d'absentéisme. Donc, j'ai que 7 inscrits en petite section. C'est très concret hein, ce que je vous dis, mais je crois que… Et puis, parallèlement à ça, les jeunes qui sont sortis de l'école, et je ne dis pas sortis du système scolaire, hein, sortis de l'école parce qu'à un moment, ils disent l'école, ça ne sert à rien. L'école, ça ne sert à rien. On apprend sur Internet maintenant. Donc, l'école, ça ne sert à rien. Donc, moi, je suis intimement persuadée que l'école, ça sert, mais ça sert dans ce que Mathieu fait, par exemple. C'est-à-dire, ça sert quand effectivement, on leur apprend à penser, quand on leur apprend à réfléchir, qu'on fait des débats, qu'on leur apprend à vivre ensemble. Et l'essentiel de l'école, pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Ok. Maria-Alice? Alors, bon, quand on passe en troisième, eh bien, on dit qu'on est d'accord avec ce qui a été dit auparavant, ce qui est vrai, et surtout sur le fait que les mots ont été galvaudés, sortis du sens qu'on leur donnait, nous, dans à la fois la recherche et dans les mouvements pédagogiques, les syndicats, etc. Et donc, on est obligé de faire très, très attention avec les mots qu'on utilise et à chaque fois obligé de les redéfinir en quelque sorte. Hein. Alors, nous, sur notre site et tous nos documents, on met toujours cette phrase de Henri Vallon, qui a été bien sûr président du GFEN, et qui dit que l'éducation doit contribuer conjointement à former l'homme et le citoyen, à éclairer l'action par la pensée et vivifier la pensée par l'action. Alors, vous voyez, donc déjà, à honnête homme, on préfère citoyen. Et puis aujourd'hui, le mot citoyen, il a été aussi victime de dérives assez incroyables, puisqu'on ne conçoit aujourd'hui le citoyen que par les devoirs dont il est redevable, hein, alors qu'un citoyen, c'est d'abord des droits. Et parce qu'il y a des droits, effectivement, il y a des devoirs, mais c'est d'abord des droits. Et c'est ces droits-là qui sont bafoués dans notre société, et particulièrement à l'école, puisque voilà, tous les enfants n'ont pas le même droit de citer à l'école. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que l'école doit faire? J'aurais tendance à dire que ce qui me semble important, c'est de pouvoir construire avec les apprenants, les élèves, d'abord une posture critique. Hein, c'est-à-dire donc poser un regard sur le monde, un regard outillé, un regard bien sûr toujours neuf, toujours prêt à s'étonner, à se questionner, mais un regard outillé quand même. Hein, donc, d'où le rôle de l'école. Hein. Et donc, un citoyen, je vais prendre ce mot-là, enfin, une personne qui soit capable de prendre part au débat. Pour cela aussi, il faut que ce débat soit explicité, qu'il soit présent et qu'il soit donc médiatisé par les outils que l'école seule est capable d'apporter à tous les élèves. Hein. Bien sûr qu'après, selon le milieu social, certains élèves ont cet apport dans leur milieu familial. Hein. Et puis, l'école, ça doit être aussi un lieu où on apprend la prise de décision.
Voilà, parce qu'on est un citoyen qui doit prendre part au débat avec une posture critique. Donc voilà, c'est cette capacité à prendre des décisions. Alors on voit bien là, bien entendu, à quel point la question de la formation est importante parce que, et j'y reviendrai probablement tout à l'heure, si j'espère qu'on va y arriver pleinement, comment est-ce que ces trois axes, hein, c'est-à-dire posture critique, prise de décision, prendre part au débat, pourraient être construites à l'école si les enseignants ne sont pas formés eux aussi à ce genre de choses. Or, aujourd'hui, hein, ce qu'on demande aux enseignants et ce qu'ils font pour toutes sortes de raisons, c'est plutôt obéir et se plier à des contraintes absolument inhumaines, monstrueuses, enfin tout ce que vous voulez, hein, bien entendu, plutôt que d'être effectivement donc dans des postures, parce qu'il y a des difficultés, on est bien d'accord, pour lesquelles ils peuvent ensuite être des facteurs de construction pour les élèves. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on a dit que, et justement la période qu'on vient de traverser, nous convainc du fait que l'école, ça sert. Hein, on s'en est rendu compte, que ça ne peut pas se faire à distance, et que ça ne peut pas se faire dans les familles, hein, voilà, mais ça doit se faire à l'école. Voilà, je pense que s'il y avait quelque chose à retirer de la période qui nous a été imposée, hein, de façon scandaleuse, c'est bien ça. L'école, ça sert. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir en convaincre les élèves. Et qu'on en est loin. On en est très loin de pouvoir les convaincre parce que on le sait, hein, je ne vais pas multiplier les exemples de travaux qui disent que la première chose que les élèves disent, c'est qu'ils s'ennuient à l'école, qu'ils ne trouvent pas de sens, etc., etc. Et que même pendant cette période de confinement, je le vois dans ma famille avec mes petits-enfants et avec les enfants d'amis, hein, ils voulaient absolument reprendre l'école, mais ils voulaient reprendre l'école parce qu'ils avaient besoin aussi de retrouver leurs copains, de retrouver cette sociabilité tellement importante, ce lien, hein, voilà. Mais voilà, je crois que nous avons une responsabilité très très grande de convaincre les élèves que l'école, ça sert. Le numérique à l'école. Quelles opportunités, quels risques et inquiétudes? Ouais, j'ai essayé de ranger un peu mes idées sur le numérique parce que c'est un peu bazar. Mais je commence par le positif parce qu'il y en a. Le numérique est un outil fabuleux. Les ordinateurs, c'est quelque chose de génial. Et puis de toute façon, il n'y a guère plus que l'école qui refuse encore, qui est encore réfractaire à la question du numérique. Moi, je suis complètement favorable à la mise en place du Wi-Fi dans les établissements, à l'utilisation des smartphones des élèves, etc., avec toutes les questions que ça pose. Je suis prêt à y réfléchir, mais j'ai l'impression qu'on forme des analphabètes numériques à marche forcée, quoi. Après, en plus, le numérique, moi qui suis un lecteur attentif des travaux de Freinet et de l'ICEM, etc., ça me fait vraiment penser à l'introduction de l'imprimerie dans la salle de classe, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de passionnant si on décide de s'en servir. Voilà pour le positif. Je suis pas pour l'introduction d'un enseignement du numérique. Je suis pour un passage par le numérique pour enseigner. Après, je suis absolument pas convaincu, pour répondre aux questions, que ça change les postures enseignantes, les relations pédagogiques, etc., parce que ça reste un outil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée magique autour du numérique, disant si on met des ordinateurs, ça va marcher, etc. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est qu'il suffit pas de mettre des ordinateurs, il faut apprendre à s'en servir. Et que le nouvel enseignement numérique introduit au lycée, c'est un enseignement d'usage de logiciels. C'est pas un enseignement de l'informatique, et je trouve ça scandaleux. Et deuxièmement, voilà, ça y est, je suis paumé, c'est pas grave. Je trouve que comment je peux dire ça, c'est juste un outil, quoi. Faut arrêter avec cette pensée magique sur le numérique. On a besoin du numérique, on a besoin de le maîtriser. On connaît la fracture numérique et on doit la résorber, mais c'est pas quelque chose qui va de soi. Et les élèves, voilà où je voulais en venir, les élèves, on dit que les élèves maîtrisent le numérique. Je m'en doutais déjà un peu, mais pendant le confinement, il y a une chose que j'ai découverte avec certitude, c'est que non, ils ne maîtrisent pas le numérique. C'est-à-dire que j'ai des élèves de STI 2D,
c'est pas les miens, c'est ceux de ma compagne, mais peu importe, des élèves de STI 2D qui comprenaient pas pourquoi ils pouvaient pas ouvrir un point doc avec tel logiciel ou un point PDF, ou pourquoi il fallait envoyer un document au tel format, etc. STI 2D. On a un vrai problème là-dessus. Précise ce que c'est STI 2D pour nos Ouais, pardon, sciences, j'y reviendrai d'ailleurs. Sciences et techniques d'industrie et du développement durable. C'est-à-dire que c'est des élèves qui passent leur vie sur des ordinateurs. Mais en fait, ils utilisent des logiciels. Ils utilisent du prêt à travailler, quoi. Et pas du tout, ils n'ont pas du tout une intelligence du fonctionnement de l'ordinateur. Ce qui est pourtant quelque chose de passionnant. L'informatique, c'est une pensée, c'est un domaine de réflexion, il y a des thèses dessus, enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc gentil. Il y a la question aussi évidemment des moyens, du matériel. Dans le lycée où j'exerce, pour 1200 élèves, on doit avoir une centaine de postes. C'est évidemment en priorité les formations technologiques qui y ont accès. Pendant un certain temps, il a fallu qu'on se batte un peu. Les professeurs de maths pensaient que la salle informatique était à leur disposition constamment, qu'elle était prioritaire pour les maths. Voilà, il y a des représentations autour de l'informatique qui sont étonnantes, quoi. Moi, prof de français, je sais que j'ai des collègues qui se sont fait engueuler parce qu'ils faisaient des exercices informatiques, qui se sont fait engueuler par des collègues de français qui écrivent probablement encore à la plume d'oie. Donc, il y a un travail sur les représentations à faire très, très important, et on parlait de formation. Je pense que là, on a une clé aussi pour les enseignants. Et bon, ça, c'est la question des moyens. J'ai fait la question de l'outil. Ouais, dernier point, mais Dominique l'a un peu abordé, c'est ce que j'appelle moi les ransomware. Vous savez, les logiciels à rançon, par exemple, Pronote. Il faudrait se renseigner un peu sur ce que c'est que Pronote. C'est une boîte privée qui a une rente de situation avec l'Éducation nationale. Il y a eu récemment, il y a 2-3 ans, je ne sais plus, non, plus maintenant, une signature de convention de l'Éducation nationale avec Microsoft. Je trouve ça fou. Bon, c'est mon côté gaucho, hein, mais je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'on donne des rentes de situation à des tas de gens, alors qu'on dispose d'informaticiens compétents, qui n'ont pas le moyen de travailler, mais qui sont compétents. On dispose d'organisations intéressantes qui sont les logiciels libres, etc., où soit l'Éducation nationale décide de s'y mettre, ce qui m'intéresserait moi, et développe ses propres outils, qui lui sont propres, et qui éventuellement, après, elle peut exporter, mais voilà, elle ne dépend pas d'entreprises privées. Soit l'Éducation nationale utilise les outils libres et installe Linux partout, jusqu'au ministère, et voilà, mais on arrête d'alimenter des actionnaires avec des ransomware. Voilà, l'histoire de Pronote est exemplaire à ce titre. Il y a aussi un copain, Arthur, à Question de classe, qui a fait une enquête sur un autre logiciel qui était sorti très fort pendant le confinement. Mais je ne sais plus ce que c'est, il faudrait que j'aille voir. Je vous donnerai si vous voulez. Et bon, pour terminer, je vais très vite, je prends trop de temps. Sur le truc, là, le sommet du numérique à l'école à Poitiers en octobre, moi je suis très très en colère de ce truc-là, et j'ai envie, sur le modèle des forums sociaux mondiaux organisés en face de Davos, j'ai envie, si on y arrive, d'organiser un contre-forum en même temps, au même endroit. Et on a une copine qui est Hélène Pommier, qui est maintenant adjointe à l'éducation à Poitiers, avec l'élection qu'il y a eu. Et je pense qu'avec elle, on pourrait essayer, elle est partante, hein, on pourrait essayer de commencer quelque chose, de bricoler, d'improviser, mais qui doit exister à ce moment-là, pour dire qu'il y a autre chose que Blanquer sur ces questions-là, quoi. Et sur cette question, j'aurais deux points. Le premier, c'est que contrairement à ce qu'on dit que l'école n'est pas rentrée dans le numérique, moi je dis que l'école est entrée dans le marché du numérique mais à plein, complètement. Donc, livraison pieds et poings liés au privé, dont tu viens de le dire, hein, et puis aussi, pieds et poings liés au contrôle. Pronote est un merveilleux outil de contrôle des enseignants. Quand Pronote a été introduit dans le secondaire, j'ai tout de suite alerté mes collègues en disant il faut refuser ce genre de choses parce que vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Ce sont des outils de contrôle. Donc, l'école est rentrée dans le numérique, mais complètement, mais dans le marché du numérique.
et dans ces aspects de privatisation et de contrôle, de mise au pas des élèves et des enseignants. Voilà. Donc, moi, je refuse de dire qu'elle n'est pas rentrée dans le numérique. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est que les élèves sont tout le temps, les apprenants, les jeunes, sont tout le temps sur des appareils numériques, mais évidemment ne sont pas entrés dans les usages qui permettent de s'informer avec cette distance critique dont je parlais tout à l'heure, qui ne permettent pas de travailler et qui ne permettent pas d'agir. Voilà. Sous couvert de communication. Alors, on pourrait aussi longuement parler de ce qu'on met sous le mot communication, bien entendu. Hein, voilà. Moi, j'étais complètement abasourdie lorsque je suis arrivée à Lyon 2, à l'université, par mes étudiants, qui pourtant avaient tous été, comment dire, ils avaient tous le B2I, là, vous savez, le certificat qu'on passe dans le secondaire et on est labellisé au niveau numérique. Et je me rendais compte qu'ils ne savaient pas mettre en page un texte sur Word afin qu'il soit lu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de l'écriture au kilomètre, c'est-à-dire mettre en page parce qu'on va être lu. Moi, je parle d'usage de travail. Hein. Ils ne savaient pas, par exemple, transformer en PDF, ça a été dit là. Hein, bon, voilà. Ils ne savaient pas utiliser, par exemple, des logiciels qui permettent de travailler. Quand on fait une recherche, on a besoin de faire des tableaux. Ils ne savaient pas. Hein. La difficulté à déterminer des mots-clés pour faire des recherches. Ce qui fait qu'on tombe toujours, évidemment, sur ce que Google nous propose en premier. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, ce sont des jeunes qui sont très familiers des outils, qui sont beaucoup plus performants pour... vous avez lu tous le petit bouquin de Michel Serres-Poussette, là, la petite poussette, hein, qui sont hyper rapides, tout ça, et qui sont très familiers des appareils, mais pas des usages qui permettent de s'informer véritablement, d'apprendre et d'agir. Et ça, encore une fois, l'école a cette responsabilité aussi, afin que ces outils absolument fabuleux, moi je suis d'accord, hein, c'est fabuleux, hein, absolument fabuleux, eh bien, soient véritablement des outils d'émancipation et non pas des outils de servitude. Ok. Est-ce qu'on peut quand même, sur cette question du numérique, se poser la question, on va retrouver la question de la formation, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mathieu, discussion. Est-ce que dans le fond, ça ne transforme pas quand même assez profondément les gestes professionnels et le métier enseignant, les changements de posture, etc. La question de l'autorité, sacro-sainte autorité de l'enseignant qui a les savoirs et qui en fait un peu mal. Est-ce qu'il ne faut pas poser cette question parce qu'effectivement, elle peut être un obstacle à une entrée nécessaire, importante, magnifique dans les usages pour apprendre, les usages pour penser, pour critiquer, etc. Françoise, tu as une idée là-dessus? Mais je vais être terre à terre de ce que j'ai vécu pendant cette histoire de confinement où on a tous entendu Monsieur Blanquer dire « nous sommes prêts » et on s'est tous regardés en disant « mais on est prêt à quoi? On est prêt à rien, on n'a jamais fait ça de notre vie, on ne sait pas faire, etc. » J'ai vu se développer des choses merveilleuses, j'ai vu des collègues, un investissement des collègues que j'ai trouvé mais remarquable à tous les niveaux de l'école, hein, vraiment de la toute petite section à des gens. Alors bon, certains pourraient dire les enseignants sont des moutons. Moi, j'ai trouvé que les enseignants avaient développé des choses absolument incroyables pour répondre à la consigne. Moi, on nous disait il faut aller chercher les enfants, il faut, et je pense qu'on a vraiment tous très bien obéi sans avoir le temps de prendre du recul.
À la fin du confinement, j'ai beaucoup pleuré, hein, grâce à un devoir d'ailleurs proposé par une collègue de la fac, Sylvie Jean, qui a fait faire un devoir à ses étudiants que j'ai fait pour pouvoir le corriger et qui m'a fait beaucoup pleurer parce que j'ai dit je me suis fait avoir comme les autres, je suis rentrée à fond dans cette histoire, etc. J'ai vu des travaux de collègues sur la maternelle, mais absolument merveilleux, avec une créativité, une inventivité numérique, mais improbable. Et en prenant un tout petit peu de recul, je me suis dit, mais ça sert à qui ça? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on attend des enfants? Qu'est-ce qu'on attend des parents? Comment un parent peut entendre et comprendre ce qu'on demande là? Alors, je ne vous demande pas de faire compter vos enfants, mais de les faire dénombrer en prenant, enfin, avec des terminologies mais improbables, mais qui sont des terminologies d'enseignants, très bien, hein, enfin, des choses. Mais je me disais, mais c'était un travail pour la REP, la paillade, et je me disais, mais quel parent peut comprendre ça? Qu'est-ce qu'on attend des parents? Qu'est-ce qu'on leur demande? Et en même temps, c'était un travail merveilleux d'enseignant. Et en fait, ma conclusion de cette histoire, et c'était un peu là où je voulais en venir tout à l'heure, hein, des élèves qui disaient non mais attendez, le NT, etc., ça va pas, attendez, on va faire autrement, on va créer des jeunes qui créaient des groupes Discord. Alors effectivement, Discord, c'est privé, mais j'ai envie de dire entre Discord et le NT, à qui je donne ma voix, quoi. Pareil, hein, Starleaf, on nous a dit de faire des réunions Starleaf avec les collègues, on s'est aperçu qu'on était écoutés sur Starleaf par l'inspection académique. Bon, alors écoutez, entre être écouté sur Starleaf et être écouté sur Zoom, à la limite, je préfère être écouté sur Zoom, moi. Hein, donc, y a un vrai problème de numérique, etc., etc. Et ma conclusion de ces 2 mois de confinement où vraiment je suis allée chercher les parents un par un chez eux pour qu'ils restent dans l'école, qui restent connectés avec nous si ce n'était pas informatiquement autrement, où j'ai fait venir les parents à l'école, etc., c'est qu'on ne peut plus travailler sans les parents. Ce n'est pas possible. Je veux dire, je suis instite depuis 40 ans, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les parents, qui sont tous allés au moins à l'école jusqu'à 16 ans, ne sachent pas écrire une phrase correctement, et puis ne sachent pas, et puis n'osent pas parfois, parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Où on est aujourd'hui, comment on se place par rapport à ces parents qui sont allés à l'école, qui ont subi les enseignements et qui les ont subis. Voilà, j'ai bien dit. Je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai bien dit, quoi. Je trouve qu'il y a un sacré paradoxe là, sur ce mot-là, me semble-t-il, parce que je pense que le numérique a profondément transformé, effectivement, la conception du métier pour beaucoup d'enseignants, hein, et puis le rapport à l'école aussi pour les élèves. Hein. Et je pense qu'on est revenu encore plus fort à une conception du savoir, à une conception bancaire du savoir, celle que Paulo Freire dénonçait, c'est-à-dire, en fait, il s'agit de stocker de l'information qu'on va trouver sur Internet. On va stocker l'information qu'on va trouver parce qu'on gratte, comme disent les élèves, le cours, quoi. Et on est dans ce stockage facilité par ces outils-là. Et on n'est plus dans cette conception du savoir qui suppose justement la notion de transformation. Hein. Savoir, c'est transformer une information pour pouvoir effectivement la faire sienne, l'incorporer, voilà. C'est la faire entrer dans son réseau de représentation préalable. Enfin bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, d'accord. Voilà, c'est cette transformation, c'est prendre l'information, les informations, mais aussi faire passer ces informations par le filtre de l'analyse, de la catégorisation. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas par le numérique, mais qui sont de la responsabilité de l'école. Hein. Et je pense qu'il y a ce paradoxe sur transformation, à la fois transformation de l'école, effectivement, vers ce que j'ai dit tout à l'heure, qui s'est plongé à corps perdu dans ce marché du numérique. Et justement, pas de transformation, hein, pour qu'on passe de l'information au savoir. Okay, mais justement, oui, justement, est-ce que le numérique n'est pas une opportunité en fait pour justement, puisque c'est le numérique qui stocke l'information, est-ce que c'est pas une opportunité pour
revoir la posture de l'enseignant et puis être plutôt dans la construction en fait. Bien sûr, mais à condition savoir, que ce soit ces opérations intellectuelles qui soient travaillées à l'école, c'est-à-dire comment on va chercher l'information, comment on discrimine, comment est-ce qu'ensuite on va la stocker, on ne la stocke pas n'importe comment, on ne la stocke pas par des copier-coller, prendre des exemples très très précis, comment ensuite, comment on la stocke pour pouvoir y revenir, comment on catégorise, voilà. Ce sont toutes ces opérations intellectuelles qui sont de la responsabilité de l'école et que les logiciels ne vont pas nous apprendre. Mais moi, je suis à fond pour ces outils absolument fabuleux. Je revendique le mot fabuleux. C'est fabuleux, moi, ça m'a changé la vie comme tout le monde. Que pensez-vous de l'organisation des savoirs par discipline face aux questions sociétales telles que l'écologie? Ça fait 40 ans que je suis instite et ça fait 40 ans que j'entends ça et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer parce qu'il y a des blocages pas possibles. Donc le disciplinaire au collège, il y avait, quand j'ai débuté les PEGC, qui étaient sur plusieurs disciplines, on n'a pas arrêté de se spécialiser. En même temps, on continue à dire qu'effectivement, ça ne va pas, que la discipline en tant que telle, mais tu dis, Dominique, que l'école avance, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on pédale, quoi, et qu'on n'avance pas. Alors oui, bien sûr, l'école avance, mais on rame derrière la société qui avance beaucoup plus vite. Bien sûr, enfin, cette histoire de discipline, et à la FEF, on en parlait déjà il y a 10 ans, j'ai envie de dire, en disant le français, ça doit être une discipline transversale dans les disciplines, dans les autres disciplines, parce que effectivement, la langue, enfin, quand on dit si et seulement si en maths, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, etc., etc. Donc oui, bien sûr, mais concrètement, comment on fait pour faire passer ça aux profs qui sont hyper spécialisés, qui ont chacun. Enfin, on n'a pas arrêté de spécialiser à l'université avec la masterisation. On est là-dessus. On est sur des enseignants qui se voient plus, qui se croisent plus. Tout ce qu'on a pu faire il y a quelques années pour essayer de faire changer, ça n'a pas marché. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour changer profondément les choses et pas avec du rafistolage on essaye de croiser deux disciplines, quoi. On n'en est plus là. On n'en est plus là. D'abord sur le... Mais ça rejoint la question, en fait. Sur le numérique et votre discussion, elle est passionnante, mais j'ai l'impression qu'on parle de l'école et pas du numérique. C'est en ça que je dis que ça ne change pas les postures, c'est pas le problème. Après, la question des postures, elle est très importante à mes yeux. Elle est vraiment essentielle, et notamment quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on tourne autour d'un corpus de notions du contrôle, de l'autorité, d'une espèce de mythe de l'autorité comme ça, qui serait plus, alors j'aime pas le mot autoritarisme, je préfère parler d'autorité statutaire. On respecte le professeur parce qu'il est professeur, etc. Il y a tout d'une représentation de l'école, tout un mythe autour de ça qui, moi, m'agace profondément, et j'oppose au couple contrôle-autorité un autre couple de notions qui me parle plus, qui est celui d'autonomie et de légitimité. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans la classe, dans le rapport, dans la relation pédagogique, dans le rapport avec les élèves, que se construit quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle de l'autorité. Et ça, j'en suis convaincu absolument. Concernant mais du coup, concernant le partage des disciplines, selon l'expression de je ne sais plus qui, que j'aimais bien, je suis évidemment, comme tout le monde, toujours gêné par l'enseignement dans des cases, dans des boîtes, etc. Je suis quand même attaché au fait qu'il y a une construction de la connaissance, il y a une construction du savoir, et on ne peut pas faire comme si elle n'était pas là, quoi. C'est-à-dire que la formation disciplinaire des enseignants, y compris dans le premier degré, je pense, est quelque chose qui doit être maintenu. Par contre, je suis absolument convaincu qu'on a un gros problème de formation professionnelle et qu'on doit, pour répondre à toutes les questions qui se posent là-dessus, je rêve, dans mon utopie scolaire, d'une formation professionnelle longue, d'une entrée dans le métier progressive. Je me suis auto-formé, je continue de m'auto-former, ça me fatigue de m'auto-former. Comme on est enregistré, j'emploie pas de gros mots, mais vous m'avez compris.
je voudrais pouvoir me former. Actuellement, on a un problème sur la formation et initiale et continue. Par exemple, en formation continue, tous les stages que j'ai faits, je me suis inscrit régulièrement à des stages de formation continue. Tous les stages que j'ai faits se concluaient, pour ma part, individuellement, par des formateurs qui me disaient en fait, tu nous as appris des choses. C'est-à-dire que je crois qu'on a une question sur le recrutement des formateurs, sur la façon dont les formations sont organisées, etc. On ne professionnalise, je vais reprendre, on ne professionnalise pas assez notre métier, je trouve. Et voilà. Ça, c'est un point. Par ailleurs, sur le croisement des disciplines, je pense qu'on devrait poser des enjeux d'actualisation de nos enseignements, de liens. Alors, l'expression que j'emploie parfois, c'est on devrait désanctuariser l'école. C'est-à-dire qu'on devrait être constamment en lien avec le monde qui nous entoure, l'actualité, les choses qui se passent, etc. Ça rejoint ce que disait Maria Alice sur comment dire, sur la nécessité d'un esprit critique, d'une adaptation de ce qu'on reçoit sur les appareils par rapport à ce qui se passe, d'une manière d'y réagir. À titre pas seulement personnel, mais collectif aussi, on pense que les grands enjeux actuels sont au nombre de 4, quoi, en gros, et doivent se rejoindre absolument dans une sorte de transversalité. C'est l'environnement, évidemment. C'est la question qu'on appelle rapidement post-coloniale, question des racismes, question des mépris, etc., de l'histoire de l'esclavage, de la façon dont elle a structuré notre société, la question des inégalités sociales, mais vous allez me dire c'est lié, et la question du genre. C'est-à-dire, en fait, toutes les questions qui sont liées à des formes de domination sociale et qui sont aujourd'hui tellement criantes qu'on en arrive à une société qui a un déficit de culture démocratique absolument hallucinant. Et il faut qu'on travaille sur ces questions-là. Après, je pense que chaque discipline, telle qu'elle est, peut tout à fait apporter sa part à ces questions-là. Et je pense surtout que le dialogue entre les disciplines est une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de co-animer des séances avec des collègues, soit d'histoire, soit de mathématiques, etc. Par exemple, sur ce que c'est qu'une narration de recherche en mathématiques, sur ce que c'est que le regarder un document en histoire et en français, etc., etc. Ce sont des expériences magnifiques. Ce sont des expériences qui laissent de l'espace aux élèves parce qu'il n'y a pas d'absolu du savoir. C'est-à-dire que chaque savoir se situe comme il est à partir des questions qu'il pose. Et je trouve que ça, c'est des pistes vraiment passionnantes. J'ai aussi assisté à des situations de français sciences de la vie et de la terre sur ce que c'est qu'un travail de recherche, notamment en TPE. C'était absolument riche, intéressant, passionnant. Voilà. Et puis, du coup, nécessité absolue pour nous, enseignants, de nous inscrire dans des démarches collectives, de constituer des équipes, de faire partie d'équipes et qu'un enseignant fasse partie de plusieurs équipes, pas une seule. Et ça, c'est très, très important, le travail d'équipe, dégager du temps pour des concertations, des mises en place, etc. Je trouve que c'est absolument essentiel. Je crois que j'ai tout dit. Alors, sur la question des disciplines, là, je trouve que c'est une question extrêmement difficile. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours des tensions, des paradoxes, enfin des choses comme ça. On a à la fois cette nécessité de travailler dans un champ disciplinaire, parce que comme dit Astolfi, la discipline, ça forme l'esprit. Voilà. Ça donne une façon de regarder le monde, qui n'est pas tout à fait la même quand on fait des maths et quand on fait des langues, par exemple. Voilà. Mais ce sont deux formes de regarder le monde, deux façons de regarder le monde absolument indispensables. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis après, on a ce que l'école a choisi de faire, c'est-à-dire du cloisonnement. Et le cloisonnement, c'est l'empêchement de penser. Puisque penser, c'est faire des liens. Donc voilà, on a ça. Bon, alors après, je dis c'est extrêmement difficile. Et comment est-ce que et ça c'est une question qui est
qui existe depuis tellement longtemps, comment est-ce qu'on va déterminer la place de chaque discipline dans les programmes? C'est épouvantable parce que, évidemment, il va falloir que les enseignants aient leur mot à dire, mais les enseignants sont pris aussi dans un certain nombre de contraintes, ne serait-ce que, par exemple, je prends le cas du secondaire, les services, voilà, c'est-à-dire, et puis le temps d'exposition, etc., etc. Enfin bon, voilà, c'est extrêmement, c'est une question que je trouve, moi, particulièrement difficile, dans laquelle il faudra que les enseignants interviennent, mais je pense qu'ils ne peuvent intervenir que, je veux dire, par le biais de leur collectif, c'est-à-dire aussi bien les organisations syndicales que les mouvements pédagogiques, les associations, etc., etc. Voilà, c'est parce qu'ils sont très, très difficiles. Je pense que ça va être un chantier, si on s'y lance, ce qui me semble absolument nécessaire, ça va être un chantier extrêmement, extrêmement difficile et long. Alors, comment dire, comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser un petit peu ça? Moi, je pense que ça passe encore une fois par la formation. Parce qu'un enseignant doit être un expert, évidemment, dans sa discipline. Et bien souvent, il ne l'est pas avec la formation actuelle. Et il doit être aussi un expert en pédagogie, c'est-à-dire avoir au moins une connaissance de ce qui existe, hein, et pas simplement une application de recette. Et puis, c'est quelqu'un qui doit être absolument ouvert aux autres champs. Nous, dans notre formation au GFEN, par exemple, eh bien, on pratique ce qu'on appelle, nous, s'étranger le regard. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans les universités d'été nationales, eh ben, je vais aller dans des ateliers en mathématiques, où je vais aller en musique, où je suis particulièrement ignare. Voilà. Et c'est là où je vais mieux comprendre les résistances, les blocages, les obstacles, sur apprendre, quoi, auxquels mes élèves ou mes étudiants peuvent se heurter. Ce n'est pas en restant dans mon champ disciplinaire où j'ai acquis une certaine expertise que je peux voir les choses de cette façon-là. Donc voilà, s'étranger le regard de façon à poser à nouveau un regard interrogateur neuf sur même ce qui est le plus familier. Donc, je pense que ça passe effectivement par la formation. Je vois actuellement la formation, c'est une formation qui est trop basée sur le champ disciplinaire. Et lorsqu'on a quelques cours en pédagogie, c'est de l'information, vite fait, hein, avec aucune mise en situation. Enfin, j'espère qu'on va y revenir là-dessus, hein, sur ces choses-là, parce que ça me tient absolument à cœur. Hein. Donc voilà, il me semble qu'il faut tenir ces différents bouts, hein, c'est-à-dire expert dans son champ disciplinaire, expert en pédagogie, ouvert aux autres champs. Parce que sinon, il sera lui aussi incapable de faire les liens et incapable de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un apprenant quand il se retrouve dans une situation où il est convaincu qu'il ne sait pas, comme moi, je suis convaincue qu'en musique, je suis nulle, par exemple, etc. etc. Voilà. Hein, comment on fait pour dépasser ça? Ok, je regarde un peu leur tournée parce qu'on a un champ de questions très, très large. Françoise, peut-être tu pourrais reprendre la suite du débat sur le deuxième axe qui nous tracasse beaucoup, c'est l'axe de l'égalité. les moyens, etc. Est-ce que tu peux enchaîner puisque tu es peut-être avec une réflexion plus approfondie là-dessus? Oui, alors avant, j'aurais aimé poser la question aussi de ce que vous ressentez actuellement de l'état en fait des enseignants par rapport à la situation de l'école et par rapport aussi à la perspective de changement, parce que là on évoque des changements dans la formation. Est-ce que vous pensez que ça correspond à une demande des enseignants, ou est-ce que vous avez l'impression que les enseignants finalement, ou une partie des enseignants se satisfont des injonctions en fait qui leur sont faites?
Est-ce Je que l'un peux, d'entre vous... je peux commencer si vous voulez. Oui, Moi, comment dire, très atteinte par la souffrance des enseignants. C'est terrible. On en parle depuis longtemps, mais je veux dire, avec ce qui s'est produit là et avec le ministère que nous avons, bon, c'est juste, c'est la même, mais elle est accentuée, elle est encore plus forte. Je vous cite un exemple. J'ai une amie qui s'est trouvée dans les jurys de bac cette année. Bon, je veux dire, elle m'a téléphoné, elle sanglotait. Elle sanglotait parce que parce elle m'a dit c'est la tambouille. C'est la tambouille. Alors les inspecteurs disent tout se passe bien, on prend les trucs, on remonte les notes pour qu'on soit à peu près à la hauteur de l'année dernière. Il y a des établissements qui ont déjà fait le boulot, qui envoient des trucs hyper. Je dis mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle me dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis on s'est écrasé, on s'est écrasé. Et je crois qu'il y a une souffrance terrible à s'écraser. Tout à l'heure, Françoise, tu le disais aussi, Françoise Morel, hein, tu disais, Françoise, à quel point, après coup, hein, cet enthousiasme généreux, extraordinaire de la part des enseignants qui se sont complètement mis à la disposition des élèves, qui envoyaient du travail, qui ont passé des heures, qui étaient au téléphone. Moi, j'avais aussi des copines qui me disaient, je suis au téléphone de 9h jusqu'à 18h le soir, avec les élèves qui appelaient, les parents, etc. Voilà, cette générosité, mais après, on s'est rendu compte que peut-être il y avait un excès de zèle au service d'une expérimentation à grandeur à grandeur nature, quoi, c'est-à-dire sur le plan du territoire et des départements d'outre-mer que Blanquer n'avait pas pu s'offrir jusqu'à présent et que là, il pouvait s'offrir. Hein. Donc, il y a une souffrance d'une intensité telle que ça désarme les gens, que ça les prive d'un appétit suffisant pour s'organiser et pour organiser leurs demandes. Et leur demande, elle va être très souvent, je fais beaucoup de formations, beaucoup d'interventions dans l'année et sur tout le territoire et même à l'étranger. Et donc, ce que je vois, c'est que les gens disent, ce qu'on veut, c'est des outils, ce qu'on veut, c'est du concret, etc., etc. Voilà. Mais ils ne savent pas, parce que rien n'est fait pour que ce temps soit pris et ce travail soit fait pour nommer et pour déterminer la demande. Je pense qu'il y a une énorme souffrance. Tout ça fait qu'il y a une souffrance absolument insupportable. Et c'est terrible. Dans des systèmes dont on nous a dit qu'ils étaient bien plus intéressants, efficaces. Attention à ce mot-là, je vais mettre 20 guillemets devant et 20 guillemets derrière. Performants, je vais mettre les guillemets aussi, et humains, comme par exemple celui de la Finlande qu'on nous a cité tellement souvent, peut-être qu'on y reviendra. La grande différence, c'est que les enseignants sont contents, ils sont valorisés, ils sont fiers d'être enseignants. Voilà, donc ça c'est énorme, me semble-t-il. Il faut absolument un changement radical. Il ne s'agit plus de mettre des pansements, hein, d'accord, avec la bienveillance d'un côté, avec le numérique de l'autre, etc. Il s'agit d'un changement radical et ce changement radical, il ne peut être pris en charge que par les enseignants, mais à travers leurs organisations. Je répète, syndicats, associations, mouvements pédagogiques, etc., associations professionnelles. Il faut une prise en charge des enseignants pour un changement radical qui fasse qu'on soit dans une école où les gens ne souffrent plus, ni les élèves, ni les enseignants, ni les parents. C'est un lieu de souffrance. Alors, heureusement qu'il y a des plaisirs, hein, bien entendu. Hein, bien entendu, moi, j'ai travaillé 25 ans en ZEP et j'ai pourtant pris énormément de plaisir après 2-3 ans où j'ai cafouillé comme pas possible, puisque je ne savais pas mon métier, puisque personne ne me l'avait enseigné. Et jusqu'au moment où, bon, avec le GFEL, j'ai commencé à me former. Après, ça a été du plaisir intense. Mais quand même,
mais quand même, toujours confronté à une souffrance qui est inadmissible. On ne peut pas se regarder dans la glace. Donc, il faut quelque chose qui soit immédiatement… voilà, il ne s'agit plus de mettre des pansements. Hein. Mais de la même façon… Parce que si nous n'envisageons pas des changements radicaux, Blanquer, lui, il les envisage. Hein. Il les met en œuvre. Mais de la même façon le radicalisme, il n'est pas forcément chez nous. Hein. Mais de la même façon que Mathieu, tout à l'heure, parlait de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'actuellement, les enseignants qui ont envie de se former, la plupart sont en auto-formation. Là, la solution, elle viendrait des syndicats et des organisations professionnelles plus que… Je ne vais pas accaparer la parole, mais il n'y a pas de formation autre que l'auto-formation. Sauf que l'auto-formation, elle doit se faire dans des situations, sauf qu'elle peut être dans accompagnée. des dispositifs, bien sûr. Oui. Mais il n'y a pas de formation autre que l'auto-formation. Excusez-moi, ce n'est pas quelqu'un qui va me former, qui va me dire ce qu'il faut que je fasse. Il va falloir qu'on me mette dans des situations de formation où je vais pouvoir voir vraiment ce que je peux mettre en œuvre. Hein, et je tiens beaucoup, je ne sais pas si on va y arriver, hein, aux situations de formation par isomorphisme, hein, voilà, c'est-à-dire non pas faites ce que je vous dis, mais ne faites surtout pas ce que je fais parce que je suis en train de vous dire, faire un discours en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais mettre les enseignants dans des situations qui sont celles de l'apprenant, pour qu'ils comprennent, non pas pour les traiter en tant qu'apprenants, pas du tout, mais pour qu'ils comprennent de l'intérieur comment les choses se passent et qu'ils puissent ensuite faire leur choix. Il ne s'agit pas non plus de dire ça, cette méthode est meilleure que l'autre. Moi, je suis convaincue d'un certain nombre de choses, bien entendu. Et je suppose que chacun de vous est convaincu aussi d'un certain nombre de choses. Heureusement, si nous n'étions pas convaincus, nous ne serions pas debout. Hein, d'accord. Mais ce sont aussi des certitudes provisoires et je pense que nous sommes outillés aussi pour être ouverts et pour pouvoir aussi changer notre point de vue. Mais il n'empêche que, voilà, après que les gens soient capables, parce qu'ils ont été mis dans cette situation, de faire leur propre choix. Et leur propre choix, il y avait un passage sur la liberté pédagogique dans votre questionnaire, leur propre choix, il ne peut être qu'alimenté par le collectif. Ça ne peut pas être un choix individuel. Voilà, parce que quand je fais un choix, évidemment, je mets l'autre soit en danger, soit en réussite. Enfin, bon, bref, ça concerne l'autre, mon choix personnel. Voilà, je ne veux pas m'étendre. Sur la souffrance des enseignants et l'état dans lequel ils sont, moi, on avait quelques trucs à dire quand même. Oui, alors, Mathieu. Ouais. Notamment, il y a le rapport de la médiatrice là, qui vient de sortir sur les situations de harcèlement, qui est un rapport, à mon avis, très, très important. Bien sûr, en plus. Qui est un boomerang de M. Blanquer, puisque c'est lui qui avait nommé la médiatrice. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet tout bon, en fait. C'est la surprise de la médiatrice qui se met à faire le boulot. Et c'est un cas très important. Je le sais à titre personnel, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Je le sais aussi en tant que syndicaliste, où on a des échos de souffrances terribles. Et je suis en train de lire ça, là, le bouquin qui raconte le procès Orange. Et j'y retrouve quasiment terme à terme ce qui se joue en ce moment à l'éducation nationale avec les politiques de management, etc. C'est-à-dire que pour moi, cette question de la souffrance, ou ce qu'on appelle parfois le malaise enseignant, en essayant de psychologiser les choses, tout ça, c'est une question éminemment et profondément politique. Et je pense que là, alors vous allez me dire peut-être que vous allez mettre du temps à voir le rapport, mais je pense qu'on paye quelque chose, et notamment d'une formation syndicale qui nous a fait beaucoup de mal, je trouve, qui n'est pas l'UNSA, je rassure Françoise, qu'on paye très très cher le lien qui a été fait pendant longtemps, en gros depuis les années Allègre, entre l'idée de pédagogie, de science de l'éducation et l'idée de néolibéralisme, etc. Le collectif Lettres Vives sur Twitter a été qualifié de groupuscule néolibéral, ce qui nous a fait évidemment hurler de rire, mais qui nous a fait réfléchir aussi. C'est-à-dire que je crois qu'on a besoin politiquement, je dis bien politiquement, sur un plan militant et fort, de crier que la recherche en pédagogie, les recherches en sciences de l'éducation sont nées du mouvement de démocratisation et de massification de l'école.
et que c'est par là que ça passe si on veut combattre les inégalités. C'est certainement pas par une espèce d'autoritarisme du savoir, par une espèce de posture du vieux professeur, par une espèce de mythe d'une école soi-disant qui était comme ça dans les années 50, dont on sait pertinemment que ça n'est pas vrai, etc., etc. Je pense qu'on doit définir la valeur politique des recherches en sciences de l'éducation. Ça, c'est très, très important. Et là, on a besoin, puisqu'on parle avec des gens qui sont élus, on a besoin de relais politiques sur ces questions-là. Je pense notamment, puisque c'est quelqu'un qui est de la France Insoumise, je me permets de le dire, j'ai déjà voté France Insoumise, hein, c'est pas la question, mais des collègues France Insoumise qui défendent une vision très, très rétrograde de l'éducation. Et je trouve ça dommage, je trouve que c'est triste. Et je trouve qu'on a besoin de penser par exemple, la figure de Philippe Mérieux ou celle d'une certaine Dominique Bucheton, comme des gens qui proposent vraiment, en fait, à travers la réflexion sur l'école, à travers la réflexion sur ce que c'est qu'apprendre, etc., qui proposent vraiment une réflexion sur l'égalité, l'accès possible de tous à une certaine forme de culture commune, et une culture commune qui ne soit pas une culture savante qu'on distribuerait à tout le monde, comme une espèce de ruissellement, une vraie culture commune. Et j'en viens à la question politique ultime, qui est qu'à mon avis, bien sûr qu'on a envie que ça passe par les syndicats, par les mouvements pédagogiques, par les associations, par les collectifs comme les nôtres, plus informels, mais ça ne le fait pas. C'est-à-dire que la représentation syndicale est minimale, les élections professionnelles, la participation est ridicule, le conseil pédagogique qui a été fait pour déséquilibrer le conseil d'administration est passé comme une lettre à la poste, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a, chez les collègues que je vois arriver, moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis enseignant, je vois un déficit de culture démocratique que je trouve absolument désespérant. Et je pense que ça commence par là. C'est-à-dire qu'on doit réhabiliter de façon très claire la réunion, qui est, comme le dit Alain Badiou, beaucoup plus que l'élection, la forme politique fondamentale. On doit réhabiliter la discussion, réhabiliter les assemblées générales, etc. Et à ce titre, je pense qu'à l'échelle institutionnelle, y compris au ministère, on devrait passer d'une logique de cabinet à une logique d'assemblée. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un vrai pouvoir législatif au ministère. Et je pense qu'on a des structures prêtes, en les développant, en les travaillant, qui sont par exemple le Conseil supérieur des programmes, qui est actuellement une espèce d'officine assez étrange, dont elle ne sait même pas elle-même à quoi elle sert, en fait. On l'a vu avec la dernière rencontre de l'AFEF. Et le Conseil supérieur des programmes, par exemple, c'est un endroit où les gens sont nommés non pas par le ministre, mais par des organisations représentatives. Et donc, il y a des places pour chacun. C'est une forme d'assemblée. Moi, je suis assez favorable à quelque chose qui soit une organisation, en quelque sorte, presque parlementaire du ministère, avec, disons, un conseil plus pédagogique, où des organisations considérées comme valides, légitimes, nomment des gens, envoient des représentants, un conseil peut-être plus administratif, et puis un cabinet de ministres, ou plus généralement une administration, qui joue exclusivement son rôle d'exécutif, de pouvoir exécutif, avec une vraie séparation de ces deux pouvoirs. Je rêve de ça, et je rêve que ça se reproduise à toutes les échelles, y compris à l'intérieur des établissements. Peut-être pas les écoles, parce que c'est tout petit, donc je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais dans les établissements du secondaire, entre conseil d'administration, conseil pédagogique, et que la direction n'ait un rôle que d'exécutif, pas de législatif. Et ça, c'est quelque chose, c'est une piste qu'on travaille en ce moment, même si, malgré notre côté un peu anarchiste, parce que ça nous semble être l'endroit où on peut donner aux enseignants qui participent à ces réunions, à ces assemblées, une vraie et authentique culture démocratique. Culture du désaccord, culture de la discussion et culture aussi de la nécessité à un moment de prendre une décision. Et ça permet d'éviter les trucs de couloir, les vides cours, la courtisanerie qu'on voit partout et qui est pénible à un point absolument qui nous gèle, quoi, qui nous sclérose constamment. Alors qu'il y a tellement d'intelligence disponible, c'est quand même dommage.
Voilà, je me suis un peu emballé. Là. Non, c'était très bien. Non, c'était… Non. Quand même, Françoise Morel, peut-être que vous vouliez réagir? Non, après ce discours de Mathieu, Ok. non, juste par rapport à ça, et peut-être parce qu'il me reste pas trop de temps dans l'éducation nationale, c'est-à-dire que la majorité du temps, elle est derrière, j'ai peut-être envie de me saisir d'un certain nombre de choses que je vais vous faire hurler, hein, mais quand j'ai vu 2S2C apparaître, par exemple, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Et que j'ai toujours cru hein, que l'éducation populaire était complémentaire de l'éducation nationale et qu'on pouvait travailler ensemble. Alors bien sûr, je ne doute pas de ce qu'il y avait derrière quand M. Blanquer l'a présenté, mais parfois je me dis qu'on pourrait se saisir de dispositifs de ce type, 2S2C, pour en faire quelque chose de bien, vraiment, qu'il ne s'agit pas de retirer aux enseignants, enfin, ce que j'ai beaucoup entendu hein, dans les critiques, et ce qui est le risque, je n'en doute pas, de retirer aux enseignants leur discipline et de leur laisser que maths français pour les enseignants du premier degré et de confier tout le reste aux animateurs, etc. Mais je peux y voir l'opportunité de travailler ensemble et de construire quelque chose au niveau éducatif. Je sais que Philippe Mérieux a repris pour ça, puisque tu parlais, Mathieu, de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux avait repris des propos de Guy Coq qui datent d'il y a longtemps, où il avait parlé du tiers-lieu éducatif, hein, en disant un tabouret à 2 pieds, ça se casse la figure. S'il n'y a que la famille et l'école, ça ne marchera pas. Il faut le 3e lieu éducatif. Bon, alors lui, il parlait de patronage, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un tiers-lieu éducatif pour que l'enfant sache que ça tient debout, qu'il y a la famille, que l'école, ce n'est pas la famille, c'est 2 lieux éducatifs différents, mais que ce tiers-lieu peut aider les enfants à se construire. Et je rêve d'une école très ouverte où il puisse y avoir d'autres choses qui se construisent, où ça ne soit pas l'école sanctuaire avec juste les enseignants, mais qu'on puisse construire, co-construire des choses ensemble. Pareil pour les vacances apprenantes, où effectivement, ça ne va pas du tout. Mais pourquoi pas se saisir de ça? Pourquoi pas créer des endroits où effectivement les enfants pourraient partir ouais, j'ai envie de réenchanter l'éducation pour tous et puis de travailler beaucoup avec les familles parce que je pense, alors effectivement, on accueille des enfants de 2 ans, mais je vois bien que ce n'est pas les enfants de 2 ans avec lesquels on travaille, c'est avec les familles, parce que des familles qui sont si réticentes à l'école, parce que, alors il se trouve que les enfants que j'ai, c'est des parents que j'ai eus en classe, donc c'est assez intéressant de voir leur réaction en tant qu'adultes par rapport à l'école et comment cette espèce de rejet qu'ils ont. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça, quoi. C'est pas moi qui ai créé ça. Voilà. Or ben, si, c'est aussi moi, c'est moi dans un système, etc. Et je pense qu'il est temps de travailler autrement et de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les familles, mais pas pour leur dire ce qu'il faut faire et comment il faut qu'ils élèvent leurs enfants. Non, non, pour les écouter parce que c'est très important de voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à l'école. Et je pense qu'il faut absolument qu'on travaille avec les familles parce que de toute façon, ça sera toujours eux qui gagneront puisque c'est leur enfant hein, et que c'est les meilleurs parents possibles pour leur enfant. Comment expliquez-vous les inégalités chroniques de l'école? Quel est votre point de vue sur l'échec scolaire et la médicalisation des difficultés scolaires? En fait, je reprends la parole juste une minute hein, pour dire que de toute façon, APC, etc., c'est pas ça. Enfin, une fois de plus, on saucissonne l'enfant. J'ai envie de dire, et je vais être très provoque, Françoise, en disant que les RASED se sont auto-sabordés, que
sortir les enfants d'une classe quand vous avez, je ne sais pas combien, 3000 élèves, etc. C'est du saucissonnage, je sais pas, c'est un tricot stérile sur une plaie béante. Voilà, parce que le travail qu'il faut mener, une fois de plus, à mon avis, hein, je pense, c'est vraiment un travail ensemble. Et pour ça, il faut du temps pour la réflexion, du temps pour l'organisation. Enfin, je vois dans la note de rentrée de M. Blanquer, on y viendra peut-être, il va mettre à la main c'est pas dans sa note de rentrée, c'est dans ce qu'il propose pour les directeurs d'école, je crois, mettre à la main des directeurs les 108 heures. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre 3 heures de conseil de cycle à la place de 1 et 4 heures de conseil des maîtres. Enfin, c'est pas ça. C'est pas cette organisation. C'est-à-dire que là, on n'arrive pas à bouger les choses et qu'effectivement, c'est toute la structure qu'il faut bouger. C'est pas dire on va mettre 1 heure de plus ceci ou 1 heure de plus cela qui va changer le problème. Le problème, il est bien plus grave et bien plus profond que ça. Et là, on l'a vu. Personne n'imaginait, ne savait à quel point la fracture numérique était aussi énorme. Et en même temps, on a vu des parents qui avaient juste un téléphone portable recopier tous les travaux pour leurs enfants pour qu'ils puissent faire les devoirs, s'emparer des choses, mais d'une façon remarquable. Et pourquoi, et moi la question, je les connais mes parents d'élèves, pourquoi il y a des parents d'élèves, je ne m'y attendais pas, qui ont fait tout ça, et pourquoi d'autres ont lâché tout de suite, c'est-à-dire n'ont même pas répondu au téléphone, n'ont pas ouvert leurs portes. Pourquoi ? C'est toutes ces questions-là qui sont fondamentales et qui font que l'enfant qu'on va avoir dans notre classe, qui va devenir un adolescent, eh ben, va être un futur décrocheur ou pas. Ça se joue très tôt, ça se joue bien en amont. Et ce n'est pas parce qu'on va lui faire 1 heure d'APC de plus ou qu'il va être pris 3/4 d'heure par semaine par une personne du RASED, même si c'est génial et même si les RASED ont fait un travail remarquable pendant le confinement. Ils ont réussi à récupérer des gamins, à faire des conférences téléphoniques, à proposer des choses incroyables, mais comme tous les enseignants. Hein, voilà, mais comment on peut faire pour travailler ensemble ? Et là, je rejoins Mathieu sur le collectif, c'est-à-dire sans le collectif, on n'y arrivera pas, et sans du temps de réflexion, et réellement du temps de réflexion ensemble. Peut-être que c'est bien qu'on a trouvé quelque chose avec la visio, parce qu'effectivement, on arrive à se parler. Est-ce qu'on serait tous venus à Paris pour se parler de la même façon aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc peut-être la visio va permettre, mais il faut nous laisser du temps, même en visio. Alors Mathieu, peut-être sur… Alors, d'abord sur la réunion en visio, moi je suis content de le faire, mais je serais venu à Paris sans problème, parce que je pense que la réunion en présentiel est très très importante. Elle est vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai eu la chance d'assister une fois aux États-Unis lors d'un voyage chez le grand méchant capitaliste à un caucus local, et c'était fascinant. J'adore et ça rejoint ce que Freinet appelait le débat mouvant, tout ça. Enfin bon, c'est pas Freinet, mais le mouvement Freinet. Et c'est des choses passionnantes. Et puis en plus, l'aspect informel avant et après la réunion, il s'y passe énormément de choses qui ne se passent pas dans le distanciel. C'est intéressant parce que par rapport à la question de faire l'école en distanciel, tout ça, justement, toutes les histoires de Blanquer avec son truc en octobre, il se passe des choses très très importantes en classe, en tout cas dans le secondaire, avant et après le cours lui-même. Il y a des élèves qui viennent nous voir pour nous poser des questions, qui veulent nous prévenir qu'ils n'ont pas pu faire leur exercice, etc. C'est des petits moments très courts, très rapides, mais qui ont une importance considérable dans la fabrication de la relation pédagogique. Ça, j'en suis convaincu. Et je pense que dans les réunions politiques, parce que je lâche le mot, hein, il m'intéresse, comme celle qu'on est en train d'avoir, le fait, par exemple, qu'il y en ait quelques-uns qui aillent boire un coup après, pour prolonger la discussion, il y a des réseaux qui se tissent, etc. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se fasse avoir par la facilité du distanciel, même si c'est super intéressant parce qu'on peut se parler depuis Montpellier, voilà. Mais voilà. Concernant l'échec scolaire, la conviction que je partage avec certains de mes camarades des collectifs et du syndicat, c'est que l'échec scolaire, ça se construit. Et je donne un exemple, c'est les nouveaux programmes de français au lycée, sur lesquels on a beaucoup travaillé au collectif Lettres Vives, sont des usines à échecs.
la réforme des épreuves du bac en français, les programmes avec liste d'œuvres obligées, lecture de 8 livres par an, etc., sont une fabrique à tri social et à échec. Et j'ai envie de dire, même si j'exagère peut-être un peu, rien d'autre que ça. C'est-à-dire avec un objectif quasiment assumé non plus de culture commune, mais bien de culture savante, avec tri de ceux qui y accèdent et de ceux qui n'y accèdent pas. Et ceux qui n'y accèdent pas, comme on utilise cette expression absolument dégueulasse, on va les réorienter en bac pro, comme si le fait d'aller en filière générale n'était pas une orientation aussi. Donc je pense que quand on parle d'échec scolaire, la première chose à interroger, c'est le thermomètre. Comment on mesure l'échec scolaire? Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on attend de l'école? Qu'est-ce qu'on attend des élèves? Et je suis convaincu là-dessus que les profs de PS, les profs de ballon, ont quelque chose à nous apprendre. Parce que la façon dont ils évaluent est super intéressante. Ils n'évaluent pas des performances en soi, et là j'utilise le mot sans guillemets, ils évaluent des progressions. C'est-à-dire qu'ils mesurent une performance au début de ce qu'ils appellent, je crois, le cycle, et ils mesurent la performance à la fin. Et ils essayent de construire des critères très précis de mesure. Et ils disent, voilà, cet élève-là s'est investi ou ne s'est pas investi. Si vraiment, vraiment, on doit évaluer, on doit mettre une note, ça, je pense que c'est une piste intéressante. L'autre piste intéressante, ça serait de rappeler qu'on évalue des travaux, pas des élèves, et que donc, à partir de là, la technique du chef-d'œuvre, y compris collectif, c'est-à-dire entre élèves, par groupe d'élèves, telle qu'on a essayé de la mettre en place avec les TPE, avec les EPI au collège, dans des conditions qui étaient ce qu'elles étaient, c'est-à-dire qui n'ont pas permis d'aller au bout du projet, sont des pratiques intéressantes. Pour ma part, j'ai fait, quand j'étais en ZEP, moi aussi, un film avec une classe de 4e. Voilà, au début, ils étaient comme une poule devant un mégot face à cette idée-là. À la fin, ils ont fait un travail fabuleux. Et j'ai évidemment demandé au professeur principal de mettre une note à ce travail sur le bulletin, quoi, pour que ça les aide, pour que ça leur apporte quelque chose. Concernant la médicalisation, je suis nuancé. Je pense que c'est embêtant de médicaliser les processus. Par contre, le fait de pouvoir mettre des mots sur les difficultés des élèves, c'est intéressant. Alors, il y a surabondance de mots, sans doute. C'est-à-dire qu'on a longtemps mis tout ça sous le tapis, tout ce qui est 10, tout ce qui est ce qu'on appelait à une époque hyperactivité, etc. Enfin, situation sociale et ceci et cela. Donc, du coup, maintenant, on le fait trop. Mais quand on met des mots sur les choses, c'est toujours plus intéressant. Quand un élève est effectivement dyslexique, c'est toujours intéressant qu'il le sache. C'est-à-dire qu'il se dise que, bon, ben voilà, si j'ai du mal avec ça, c'est à cause de ça. C'est pas parce que je suis nul, parce que je suis une merde, parce que, ah ben ça y est, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Voilà, et ça, je trouve que c'est intéressant. Après, il faut faire attention à pas s'en servir comme d'une espèce d'excuse, quoi. C'est-à-dire que si un élève est dyslexique, par exemple, eh ben, je vais regarder ce que je peux faire. Alors, il y a des études là-dessus. On peut utiliser des documents avec telle police de caractère. On peut décider d'aménager tel exercice, etc. Ce n'est pas un problème. Une fois que c'est repéré, ce n'est plus un problème. Et on ne va pas commencer à tout médicaliser. C'est-à-dire que je pense que l'erreur qui a été faite politiquement à un moment, c'est de tout faire passer par la MDPH. C'est-à-dire de faire passer par la maison des handicaps. Oui, mais du coup, ce qui est intéressant, je termine, et puis je donne la parole, ce qui est intéressant et super intéressant, c'est que puisqu'il y a une explosion des diagnostics de 10, on va commencer à arrêter d'appeler les 10 des handicaps, et on va dire que c'est une situation ordinaire et banale. Et puis, dernier point, sur la faiblesse et l'échec scolaire, et patati et patata et patatou, truc de fou que je vois depuis que j'enseigne, alors là, ça fait 20 ans, c'est à chaque fois qu'il y a des élèves qui ont du mal avec l'école, on va leur en donner plus à bouffer, quoi. C'est-à-dire, on va leur faire des heures supplémentaires, leur faire des trucs. Et les élèves qui s'en sortent vachement bien, qui sont contents d'y aller, qui sont super heureux, bah eux, on les fout dehors. Et je me demande si là, il n'y a pas quand même une espèce de paradoxe monstrueux où on ne devrait pas faire l'inverse et essayer d'inventer des formes extrascolaires, des trucs hors les murs, voilà, lire, nous on a publié le truc de Guillaume Sabin là, sur l'école hors les murs,
chez notre école, c'est passionnant. Ou à lui, il emmène des petits groupes d'élèves à Brest se promener dans le tramway. Voilà, enfin, voilà, il y en a des élèves qui en chient à l'école, puisque j'ai lâché un gros mot, j'y vais. Eh ben, on va pas leur en faire bouffer plus, quoi. On va les ramener doucement. On va pas leur dire, tu restes de 8h à 17h, tu bosses, tu fais des exercices, des rattrapages, des remises à niveau, machin. Le pauvre, le pauvre. Le contrôle continu est-il mieux que l'examen? Nous, à Sud Éducation, on avait pris une position précise pendant le confinement. On avait dit, on file le bac à tout le monde et on fait passer tout le monde. C'est-à-dire pas de redoublement et pas de recalage. Et en fait, à la réflexion, eh ben, plus j'y réfléchis et plus je me dis, quand même, du coup, ça nous permettrait de faire un vrai travail pédagogique, quoi. C'est-à-dire que le bac, ça soit simplement un quitus de fin d'études secondaires. Et qu'on arrête de se prendre la tête avec ces histoires de on donne le bac à tout le monde, bah pourquoi pas. Après tout, ils sont tous allés au lycée, ils sont tous allés au collège, ils sont tous allés à l'école, et c'est quoi le problème? Et voilà, et puis après, bon, ça c'est une question. Alors contrôle continu, examen terminal, du coup, tu vois, c'est plus un problème. Ceci dit, il y a quand même, je vais reparler d'un syndicat qui n'est pas l'UNSA, mais qui n'est pas Sud non plus, et qui nous embête avec cette histoire d'égalité des copies de C anonymées à l'examen, ceci, cela. C'est faux, c'est archi faux. L'anonymat des copies n'est absolument pas une garantie d'égalité. On le sait pertinemment par de nombreuses études. Les bacs généraux sont classés socialement, les bacs technologiques sont classés socialement, les bacs pro aussi. Donc le problème, c'est peut-être en fait cette espèce d'examen-sanction dont on oublie parfois qu'il nous vient non pas de la République démocratique, etc., mais de Napoléon, pour essayer de sélectionner les élèves qui allaient pouvoir entrer à l'école polytechnique et puis à l'école nationale supérieure. Donc ce coup des examens, là, des examens sanctions, ça commence à me fatiguer, pour être honnête, et je ne suis pas le seul. Et ce qui s'est passé avec le confinement nous permet, à nous aussi, puisque Blanquer en profite, bah nous aussi on va en profiter, pour dire qu'à un moment, bah les examens, ça commence à bien faire, quoi. Et qu'après tout, si un élève a passé 16 ans de scolarité avec à peu près une assiduité relativement régulière, et qu'il a essayé de bosser, et qu'il a essayé de faire des trucs, et ben on peut bien lui donner un quitus pour aller maintenant faire ce qu'il éclate dans les études supérieures, quoi. Et oui. Je veux bien intervenir. Alors, plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire qu'il est urgent qu'on s'interroge, mais pour de vrai, sur la question de l'externalisation des dispositifs par rapport à l'école et l'externalisation tout court même, hein, parce que c'est comme si on avouait continuellement, que finalement l'école ne peut pas. Donc, on va externaliser ceci, cela, y compris Mathieu, tu parlais du voyage à Brest, mais excuse-moi, dans l'école, ça s'appelle la pédagogie de projet, hein. Voilà. Donc, il faut qu'on s'interroge véritablement sur cette question de l'externalisation. Et puis, la question de la difficulté scolaire, parce que là aussi, c'est un aveu d'échec de l'école, mais terrible. On nous avait demandé, à nous, au GFEN, un jour, parce que je ne vais pas vous raconter les amants, ce serait trop long, de faire une formation sur la difficulté scolaire. Alors, c'était en anglais, hein. C'était en anglais, particulièrement parce que les collègues qui étaient là, ben, ils s'étaient inscrits à cette formation, parce que les 10, etc., etc. Voilà. Bon. Et pour cette formation, moi, j'avais fait une recension de ce que j'avais trouvé dans tous les sites qui s'occupent de ces questions. Voilà. Et avec les conseils qui étaient donnés, alors tout à l'heure ça a été évoqué, une police de caractère comme ci, une présentation comme ça, etc. Et j'avais donné ces choses-là aux participants à la formation en leur demandant de réfléchir, de tirer des conclusions, etc., etc., etc. Et la conclusion que les collègues avaient tirée, c'était, mais bon sang, mais c'est pour tous les élèves qu'il faut le faire. C'est pour tous les élèves. C'est-à-dire qu'on s'est mis
finalement à se dire ah ben, celui-là ou celle-là ça va pas, alors hop, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Alors bien entendu que dans ces dispositifs externalisés, il y a des gens extrêmement compétents et qui font un travail remarquable, peu importe. Il n'empêche que l'école s'est débarrassée de tout ce qui la dérangeait. Et bientôt, si on continue, Blanquer s'y applique, hein, on va avoir une école pour ceux qui suivent, et puis les autres, on verra. Hein. On externalisera avec des dispositifs hors les murs, où les gens seront heureux parce que c'est plus l'école. Et ça pose effectivement la question de l'évaluation, parce que ça passe par ça, ça passe par l'exclusion. Hein, à travers l'évaluation. Alors l'évaluation, moi je veux bien qu'il y ait des formes d'évaluation d'un prof dans une discipline qui soit comme ci, comme ça. Mais l'évaluation, c'est d'abord une co-évaluation où l'apprenant est partie prenante, mais en première ligne. C'est-à-dire c'est lui qui dit ce qu'il a compris, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il lui reste encore à faire. Voilà, et c'est tout un travail, hein, une coaction, hein, donc un travail ensemble. Et quand on parle d'évaluation, on oublie continuellement que c'est d'abord l'affaire des apprenants. Avec nous, bien entendu. Hein, bon. Et je voudrais aussi qu'on s'interroge beaucoup sur la question de la note. Vous savez quand même que c'est le premier facteur de violence à l'école et dans les familles, avec les devoirs, quasiment ex aequo. Il faut qu'on le sache quand même, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on regarde ça. Hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont à regarder. Je pense que s'il y avait des décisions à prendre, ce serait de regarder ces choses attentivement. La question du contrôle continu, eh bien, il faut qu'on fasse très, très attention parce que moi, j'ai enseigné au Maguette, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, en ZEP. J'ai enseigné dans un lycée qui s'appelle le lycée Jacques Brel et on nous disait toujours que le bac Jacques Brel, plus ça allait, plus il y avait du contrôle continu, n'était pas le bac du lycée du Parc, du centre-ville. Faisons très attention à ça. Alors, examen, pas examen, il y a des formes d'évaluation, Mathieu, tu l'as évoqué, hein, qui sont par exemple le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre qui nous vient des compagnons du Tour de France. Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas cette pédagogie du chef-d'œuvre qui permettrait de dire à la fin d'un cursus, eh bien voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je suis capable de faire, voilà les décisions que j'ai prises pour mener à bien mon travail, voilà comment je me suis organisée, voilà comment je me suis informée, voilà comment j'ai utilisé les informations. C'est ça le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, ce n'est pas le produit fini, hein, c'est tout le processus qu'il y a à mener et qu'on est capable de nommer, verbaliser. Et bien là, ça me semble allez, on va utiliser le mot, une bonne sanction des études secondaires. Sur les décisions à prendre, je vous renvoie à un texte magnifique de Jean Houssaye, je ne sais jamais comment il faut le prononcer, qui dit qu'il faut appliquer les 4 principes suivants. Arrêter de favoriser ceux qui ont plus. Faire en sorte que ceux qui ont plus aient moins. Faire en sorte que ceux qui ont moins aient plus. Arrêter de défavoriser ceux qui ont moins. C'est pas mal, hein, comme 4 principes à mettre en œuvre. Qu'avez-vous à dire sur la formation des enseignants ? D'une urgence absolue parce que je crois que les enseignants, je parlais de souffrance tout à l'heure, hein, ce sont des gens qui s'engagent dans un métier, c'est un métier de l'humain, ça fait partie des 3 métiers impossibles d'après Freud. C'est pas rien d'être enseignant, bon sang, on devrait être fier. Hein, voilà, c'est un métier splendide et d'une responsabilité totale. Voilà, donc ça devrait être hyper valorisé et puis les gens devraient être extrêmement fiers d'être enseignants. Mais alors pour ça, il faudrait qu'ils se sentent bien dans leur métier, qu'ils aient ce pouvoir d'agir dont je parlais tout à l'heure. Hein, qu'ils puissent prendre les décisions, qu'ils puissent avoir la distance critique, hein, qu'ils puissent prendre part au débat. Et pour ça, la formation, elle est extrêmement importante. Hein. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va organiser la formation pour que les gens puissent prendre part au débat? C'est-à-dire, est-ce qu'on met dans la formation des moments de controverse, du débat? Est-ce qu'on met dans la formation des moments où on va se retrouver
soi-même en position d'apprenant dans un domaine où on n'est pas expert pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire donc cette formation par isomorphisme. Voilà. Est-ce qu'on va développer de façon mais colossale la lecture de notre champ disciplinaire? Moi, un jour, jeune enseignante, j'ai eu un choc terrible. Je vais chez un médecin et pendant qu'il faisait l'ordonnance, mon regard erre et je vois derrière lui une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait des ouvrages et des revues médicales. C'est-à-dire que cet homme-là, c'était un homme, peu importe, eh bien, il lisait la littérature de son champ. Et c'est désespérant de voir que la formation ne permet pas aux enseignants d'accéder à la littérature de leur champ. Je me rappelle d'une discussion avec Isabelle Gauthier qui disait « c'est désespérant, les enseignants ne nous lisent pas ». Je dis « oui, mais alors, qu'est-ce qui est fait pour que les enseignants lisent la recherche ?» C'est vrai, les enseignants ne lisent pas la recherche. Nous, dans nos formations, il y a continuellement un moment de lecture. Sur place, afin de mettre les gens en appétit pour qu'ils aillent ensuite lire davantage. Hein? Et comment les enseignants pourraient développer toutes ces qualités chez leurs élèves s'ils sont eux-mêmes réduits à appliquer et à obéir. Hein? Voilà. Donc, c'est extrêmement important. La formation est extrêmement importante. Hein? En plus de la formation des enseignants, ne faudrait-il pas aussi redéfinir le métier d'enseignant? C'est évident qu'il va falloir définir ça. Mais je pense avoir commencé par ça, puisque j'ai dit que la responsabilité d'enseignant, c'était de former des apprenants à une posture critique, à une prise de décision et à pouvoir prendre part au débat. Hein? Voilà. Donc, il me semble que j'ai commencé par ça, c'est-à-dire, oui, effectivement, mais si on demande les attendus à Blanquer, ce ne seront pas les mêmes. Évidemment, c'est toujours dans une logique donnée, dans une vision de l'homme donnée, qu'on va définir ce que doit être un enseignant. C'est quelqu'un qui a ces responsabilités-là. Et il va mener sa tâche à travers, eh bien, particulièrement un champ disciplinaire, mais pas forcément. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse être sur plusieurs champs disciplinaires à la fois. La preuve, c'est que dans l'enseignement primaire, eh bien, on le fait et on le fait très bien. Voilà. Donc, je ne suis pas pour la spécialisation à outrance, mais je pense que, comme dit Astolfi, les disciplines sont importantes aussi, qu'il ne faut pas non plus évacuer ça d'un revers de main. Et c'est vrai qu'un enseignant, il a cette responsabilité-là. Alors, c'est vrai que très concrètement, aujourd'hui, en Master 2, on est exactement à l'inverse dans les universités de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, enfin tout ce que dit Marie-Alice et Mathieu, à savoir, moi je dis à mes étudiants, je dis faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'on est sur du disciplinaire. Alors il se trouve que moi j'ai de la chance d'enseigner tout ce que les disciplines n'enseignent pas. Donc effectivement, tout le reste, ça s'appelle pédagogie générale, on ne sait pas trop, on met tout dedans à peu près, tout ce qui n'est pas disciplinaire, et je me régale. Et après, j'ai une UE pédagogie de projet, ça me va très bien aussi, et l'UE petite enfance, tout ça me va très bien. Donc c'est tout ce que les disciplines n'enseignent pas, et il se trouve que ça serait bien de pouvoir le mettre en cohérence avec les disciplines, justement, parce que bien sûr qu'il faut des disciplines, bien sûr qu'il faut des spécialistes dans les disciplines. Moi, il se trouve que je suis spécialiste de rien. Donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir travailler ensemble, ce qu'on ne fait pas assez. On note les étudiants, on leur dit ne notez pas vos élèves, c'est pas bien de noter, mais on ne leur dit pas ce qu'il faut faire à la place. Hein. Bon, après, il y a eu les compétences, etc., mais on sait que ça ne va pas. Pendant un moment, on mettait des smileys, on s'est aperçu que c'était pas bien. Donc, on sait ce qui n'est pas bien. Maintenant, je pense que le fait, bon voilà, quand on est recruté pour être enseignant, c'est qu'on a normalement, ben voilà, il y a un concours qui a été passé. Donc à partir de là, quel que soit le concours, hein, que ce soit le concours de cette année ou le concours de l'année dernière ou de ceux d'avant, ben, ça a été sanctionné par un concours. On ne va pas resanctionner après encore. Bon, sauf cas exceptionnel, effectivement. Mais sinon, les gens, si on les laisse faire, ils vont bien se rendre compte tout seuls s'ils ne sont pas faits pour ce métier.
C'est ce que disait Mathieu, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, on peut les accompagner dans autre chose. On n'est pas sur l'accompagnement, on est une fois de plus sur la notation, les UE, la discipline, etc. etc. Comment voulez-vous que ce système puisse former des gens qui, après, dans leur classe, n'ont pas envie de noter leurs élèves, de leur donner des devoirs, etc. Tu disais, Marie-Alice, tu le disais très bien, que le problème, c'était le devoir, la notation. Et en même temps, pour travailler depuis longtemps sur un groupe de réflexion sur la grande pauvreté réussite scolaire, les parents issus les plus en difficulté arrivent à la sortie de l'école et la première chose qu'ils demandent à leurs enfants, c'est « t'as eu quelle note ?» C'est-à-dire que c'est ça, on peut pas être valeur. On ne peut pas être intoxiqué à vie et Bien puis sûr. ne pas… Bien sûr. Donc la valeur demander, donc, pour leur dose quotidienne. Évidemment, donc je reprends mon histoire, il faut s'y prendre très tôt et travailler avec les parents, vraiment. Enfin, voilà, on a le rôle de l'enseignant, il est aussi là sur tout ce travail avec les familles, j'en suis absolument convaincue. Voilà. Et à l'université, j'ai l'impression qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire que plus ça va, plus c'est cloisonné. Et on n'a même plus la parole, c'est-à-dire que maintenant on nous dit tu feras tel UE, tu feras comme ça, tu iras tel jour, voilà. Et on n'a plus du tout voix au chapitre. Les enseignants ne devraient-ils pas aussi faire de la recherche pédagogique? Je me bagarre au sein du GFEN pour dire aux copains, il faut que tu te lances dans autre chose qui soit complémentaire de ton activité d'enseignant. C'est-à-dire, je sais pas, tu as envie d'écrire un bouquin, tu as envie de te replonger dans des études, tu as envie de faire, je sais pas moi, passer un concours, tu as envie de… Voilà, c'est-à-dire de se mettre en position de chercheur et d'aller regarder ce que fait la recherche. C'est absolument indispensable. Le mot obligation me fait toujours un peu râler. Mais c'est sérieux, je pense que c'est important aussi on parle beaucoup du métier enseignant, de son image, etc. Autour de la formation, c'est important de produire du désir aussi. Tu parlais de résistance tout à l'heure. La résistance des collègues à la formation, elle existe aussi. Et parfois de façon justifiée, il faut quand même le dire et se regarder en face, quoi. Et je pense que avoir une perspective un peu politique, j'irais même jusqu'à dire gramscienne, plutôt qu'une loi. D'ailleurs, si tu regardes la représentation des enseignants aujourd'hui, elle oscille entre ces feignants décrocheurs et ces profs qui ont marqué ma vie. C'est-à-dire que l'enseignant n'est jamais un être ordinaire, en fait. Soit c'est un être exceptionnel et un génie qui a tracé l'existence de tant d'élèves, soit c'est une espèce de parasite de la société, etc. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on parle des enseignants comme des professionnels, experts, qui font leur boulot de façon claire, voilà, qui sont des gens qui savent faire. Et j'en veux comme exemple la polémique qu'il y avait eu autour du référentiel bondissant, là, et même du référentiel bondissant aléatoire. Je veux dire, on ne s'est jamais foutu de la gueule d'un aviateur qui dit over Roger 4022, atterrissage sans pied. Non, on se fout de la gueule de l'enseignant qui parle de son métier avec des mots techniques. Je trouve ça dommage parce que c'est une expertise comme une autre. Et puis, quand je disais gramscien, je disais aussi qu'il faudrait une forme de corporatisme, quoi, enseignant. C'est-à-dire qu'on fait de la formation, mais on fait aussi de la réception, de l'accueil, et on accueille au sein d'un corps. On parle bien du corps enseignant, moi j'y suis attaché à ça. Et par exemple, je trouve que c'est dommage, de moins en moins, le réflexe du corps enseignant, tu sais, il y a des trucs code de corporation. Grosso modo, moi, quand je suis devenu prof, presque par réflexe, c'était MGEN, CANIF, CASDEN, MAIF et syndicat, quoi. Et ça, c'est un réflexe qui a disparu, tellement disparu que la CANIF n'existe plus en tant que telle, quoi, comme centrale d'achat des instituteurs. Et c'est dommage parce qu'il y a une belle histoire derrière ça, il y a une belle histoire à raconter d'un corps qui s'est battu, qui a revendiqué, qui a obtenu des choses, qui a obtenu aussi une certaine forme de respect, etc. Alors, dépasser la figure du sar noir, tu sais, dépasser la figure je sais pas, du grand sage avec sa vieille mallette en cuir qui marche dans les rues sombres, etc., pour vraiment représenter que on est un corps, et on est un corps qui peut avoir de l'importance en tant que tel. Et je crois que dans la formation,
si on veut donner du désir à nos collègues, notamment aux jeunes collègues qui arrivent, je pense qu'on devrait commencer par là, en fait, par une histoire du corps, en tant que corps citoyen, en tant que corps politique, qui a eu une action. Et on devrait demander, je profite du fait qu'il y a une élue avec nous, on devrait demander aux élus de raconter ça aussi, de raconter que le monde enseignant, eh ben, c'est un monde qui s'est battu longtemps, qui a eu une très très grande importance dans le paysage syndical, que par exemple quelqu'un comme Freinet, c'est quelqu'un qui était aussi un militant au Parti communiste, et qu'il n'y a pas de possibilité de penser la pédagogie sans penser en termes politiques et sociologiques de notre situation, de la situation de nos élèves, et que le collectif enseignant n'existe que s'il se pense comme corps, en fait. Et à ce titre, il y a un beau combat à mener. Moi, j'ai envie de le mener très fort. Et je le mènerai, fût-ce tout seul sur mon île déserte. Par rapport à la question de l'obligation, moi je pense que les choses seraient grandement facilitées si dans la formation, dans l'école, hein, il y ait de multiples occasions d'être en recherche. C'est-à-dire que quand je disais d'avoir cette posture critique, c'est la possibilité de prendre part au débat et de prendre des décisions, c'est ça. C'est-à-dire si on met en œuvre ces choses-là à l'école, si on met en œuvre ces choses-là dans la formation des enseignants, eh bien moi je fais le pari qu'ils auront ensuite un désir, un appétit fou pour continuer à chercher toute leur vie. Mais ces choses-là, ce n'est pas de la génération spontanée, ce sont des processus très longs et qu'il faut commencer à mettre en œuvre le plus vite possible. Et donc, effectivement, toutes ces questions-là sont des questions politiques, c'est-à-dire dans quel cadre on s'inscrit, quelle conception de l'homme on a, quelle conception de l'apprentissage on a, quelle conception du rapport au savoir on a. Hein. Nous, on dit tous capables au GFEN, hein, c'est-à-dire, c'est profondément politique. Ça ne se démontre pas. C'est un postulat qui, s'il n'existe pas, ne nous permet pas d'agir.